Hi, how are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Tori et Jérémy Michel. Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la numéro 10 de la rédaction, celle qui construit notre jeu, la capitaine du FC Expat, Caroline Tori. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Jérémy. Et vous? Eh bien écoutez, plutôt pas mal, mais quel est l'invité du FC Expat? Alors aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons accès à la zone technique grâce à Julien Mette. Bonjour Julien et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Julien, on peut dire que vous êtes un spécialiste du continent africain et de son football. Après avoir entraîné les équipes congolaises du Tongo FC et de l'AS Otoo entre 2016 et 2019, vous êtes nommé sélectionneur de l'équipe de Djibouti. L'aventure durera 3 ans. En 2022, retour au Congo pour un titre de champion national avec l'AS Otoo. Puis ce sera le Rwanda. Vous rejoignez Rayon Sports FC en janvier 2024 pour décrocher la deuxième place du championnat quelques mois plus tard. Julien Mette, êtes-vous l'homme de la dernière chance? Partout où vous êtes passé, les résultats ont été au rendez-vous très vite. Comment vous expliquez ça? Bon, déjà, il n'y a pas de faute dans le descriptif du parcours, ce qui arrive des fois, donc je vous félicite. Comment ça s'explique, je sais pas. Si je devais dire un petit peu, me mettre en avant, ce serait que je compte pas les heures, je travaille énormément, je m'implique beaucoup. Et après, j'ai peut-être aussi une personnalité et un discours qui collent bien dans ces contextes-là où à chaque fois c'est quand même, sauf AS Auto, parce que c'est un club qui était 5 fois champion d'affilée, mais sinon Tongo FC c'est un petit club où les joueurs sont mal payés et ils jouent le maintien. Djibouti c'est un pays qui n'a quasiment jamais gagné puisqu'avant moi ils avaient une victoire en 18 ans. Et Rayon Sport, quand j'arrive, c'est une mission. Bon, au départ, je pensais rester plus longtemps, mais je suis resté que 6 mois. C'est une mission où, quand j'arrive, l'équipe est quatrième, qui est en difficulté. Et en plus, qui va avoir des difficultés financières, puisqu'il va y avoir des retards de salaire pendant que je suis là. Donc, à chaque fois, il y a quand même un contexte de crise, soit sportive, soit, on va dire, financière. Et je pense que j'ai un discours de passionné qui doit convenir à mobiliser et à motiver les joueurs. Voilà. Alors Julia, la présentation de Caroline a été parfaite. Je vous dis, c'est notre numéro 10, donc forcément elle a fouillé, elle a regardé, elle explique tout ça bien. Mais comment vous partez en fait de la Gironde pour aboutir au Congo? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous expatrier? En fait, il n'y a aucune attirance de ma part pour le football africain ou l'Afrique. J'ai aucune origine. J'ai même pas fait un club med au Maroc ou un week-end à Marrakech. Donc, j'ai jamais mis les pieds en Afrique. J'ai juste des copains d'origine africaine, mais dans mon parcours professionnel. J'entraîne des jeunes en France à niveau pro ou semi-pro. Et moi, je me dis, soit je vais intégrer un centre de formation en France, soit je vais partir dans des pays de type Asie du Sud-Est, donc des pays genre Singapour, Vietnam, Thaïlande, où le football aura besoin d'une expertise française, puisqu'on est quand même très reconnu pour la formation des jeunes, ou alors Amérique du Nord. C'est-à-dire des contextes quand même de sécurité qui ressemblent pas trop mal à ce qu'on peut vivre en France, quoi. Mais l'Afrique, c'est quand même un sacré dépaysement, donc j'y pensais pas du tout. Du coup, en fait, c'est soit le hasard, soit le destin. C'est un jeune garçon que j'ai entraîné en 2010 à Liban de Saint-Seurin. À l'époque, le club était professionnel en Ligue 2. Il est venu faire un essai, je l'ai pris. Et je l'ai entraîné 6 mois. Moi, je pensais que c'était un garçon de la banlieue de Bordeaux, puisqu'il vivait là. Et en fait, 4 ans plus tard, il me contacte en me disant que son papa, il est numéro 2 d'un ministère au Congo-Brazzaville, c'était le ministère des Grands Travaux, et que son père, il est propriétaire d'un club, ce qui est souvent le cas en Afrique où les clubs appartiennent à quelqu'un, soit c'est un militaire, soit c'est un politique, soit c'est un homme d'affaires. Et donc, en fait, je rencontre son père à Bordeaux qui me demande de venir. Je suis toujours pas intéressé, mais bon, on convient de venir 2 mois, donc comme un travail d'été, quoi, un job d'été, juillet-août. Donc je découvre en 2014 comme ça. Et en fait, là, j'ai le déclic par rapport à, je dirais,
la passion des joueurs parce qu'ils sont dans un contexte vraiment là, c'est contexte horrible pour ce qui est de la pratique, puisque c'est des terrains vagues pour les entraînements, il manque des ballons, il manque du matériel, mais l'engagement qu'ils mettent, la passion, ils peuvent rester 3 heures à l'entraînement. Enfin, je me prends une claque et je me prends une leçon d'humilité. Et du coup, je décide de revenir un an après, donc janvier 2016, pour faire une saison entière en fait. Voilà. Et à partir de là, ce qui est conjoint aussi, c'est que c'était très difficile par rapport à mon profil d'accéder au diplôme professionnel en France. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire une expérience de plusieurs années en Afrique à un niveau que je pourrais pas atteindre en France. Et quand vous arrivez sur place, alors, il y a eu les premiers jours, puis ensuite vous êtes revenu, c'est la passion de ces joueurs qui vous permet de vous adapter au pays. Bon, je pense que là, c'est la passion des joueurs me permet à moi de faire abstraction des conditions parce que quand vous avez 25 ballons pour un entraînement, des super terrains et que d'un seul coup vous arrivez, vous avez 5 ballons et même quand vous en prévoyez 15 ou 20 parce que le président il peut les acheter, bah, vous les faites voler ou quoi. Donc c'est de l'adaptation permanente en fait. Donc la passion des joueurs, elle me permet de tenir le coup dans dans l'exercice du métier, mais il n'empêche que c'est une demi-journée quand même. Parce que ça, c'est de 8 heures à midi en gros, en comptant le Mhm. transport et tout ça. Et après, bah, c'est le sujet d'un expat, il y a quand même la vie hors boulot, quoi. Et donc là, la vie hors boulot, ce qui me permet de tenir, c'est qu'à ce moment-là, je suis célibataire, donc j'ai pas vraiment d'accroche au pays. Il y a personne qui me manque, quoi. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme. À ce moment-là, depuis, c'est plus le cas, mais c'est ce qui m'a aussi permis de tenir. Et puis j'ai une forme de, je dirais, de curiosité. Moi, j'ai fait de la sociologie comme étude secondaire, donc ça éveille quand même à la curiosité. Et puis après, bon, j'ai toujours aimé l'histoire, la géographie, tout ça. Et mon père, quand j'étais tout petit, il a fait plusieurs mois en Afrique où il a fait un voyage en voiture du Maroc jusqu'à Ouagadougou. Il a traversé le désert, en fait. Donc peut-être que ça m'est resté ce côté passion de l'aventure en fait. Et donc sur les demi-journées où je travaille pas, bah, je sors, j'apprends, je rencontre du monde. Et on va peut-être revenir à un sujet, je fréquente pas de Français. Enfin, il y a personne qui me met le pied à l'étrier. C'est vraiment des Congolais. Donc c'est soit les personnes du club de près ou de loin qui m'invitent, qui m'amènent là, qui me sortent. Et puis les rencontres en Afrique en général, mais Congo en particulier, elles sont très faciles à faire. Et c'est très facile de. En plus, le Congo-Brazzaville, ils adorent la France, la culture française, parler français. Je dis souvent qu'ils parlent mieux français que nous. Donc, ils sont très heureux de rencontrer un Français, ils sont très curieux. Donc, et les connexions se font très vite. Donc, Et Julien, si vous deviez regarder en arrière, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours sur le continent africain? Ce qui m'a le plus marqué, je dirais que le choc, quand on est vraiment français, de famille française, et puis bon, moi qui ai grandi en classe moyenne, bah, c'est justement l'absence de classe moyenne, c'est-à-dire je dirais que l'Afrique c'est violent. Je reviens un peu souvent à ça, à ceux qui me posent la question, c'est comment? Pour résumer, c'est violent, c'est-à-dire que on voit des gens extrêmement riches qui habitent juste à côté de gens extrêmement pauvres, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai vu des quartiers où il y a des ministres ou des hauts colonels, ils ont une maison de 500 mètres carrés avec des gardes et tout. Mais dans la même rue, bah, il y a des gens qui font entre guillemets la manche, mais c'est pas la même chose, mais qui galèrent et qui font des tout petits commerces. Alors que nous, dans notre culture occidentale, on serait plutôt à se réfugier par quartier selon la CSP ou le niveau de revenu, quoi. Donc les quartiers riches, les quartiers pauvres, etc., les banlieues. Ça, ça a été vraiment un choc pour moi, mais vraiment un choc. Et après, c'est aussi pareil avec les échanges, les relations. Une dispute peut vite éclater et se réconcilier aussitôt. Voilà, j'ai vu des gens qui se battent et qui après se prennent dans les bras. Les relations hommes-femmes aussi sont très violentes, pas dans le sens violence physique, mais ça m'est arrivé bah, de, de fréquenter des femmes et ça va droit au but, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui, en France, on met quand même un petit, on met une introduction, on met les formes, quoi. Alors que là-bas, non. Donc,
Donc voilà, en bien comme en mal, c'est-à-dire que la femme veuille se marier ou seulement une relation d'un soir, bah, c'est très violent. Et ça, moi, j'y avais pas du tout l'habitude, quoi. Voilà. Et après, bon, bah, le fameux droit du travail, tout ça, la hiérarchie, la relation verticale qu'on a un petit peu perdue. On est beaucoup dans l'égalité. En Afrique, on a quand même conscience et on accepte la subordination et la hiérarchie, ce qui est un choc aussi. Donc je dirais c'est l'ensemble de tout ça que je résume en disant c'est violent, quoi. Psychologiquement, visuellement, physiquement, ou aussi bah ça peut être le climat, hein. À Djibouti, c'était très très violent. Les pluies au Congo, c'est extrêmement violent parce qu'il peut pleuvoir 2, 3 jours d'affilée, vous sortez pas, du coup il y a plus d'électricité et c'est vraiment des pluies tropicales, quoi. Alors que quand on pense à l'Afrique, on pense à des girafes, la savane, mais ça on pense pas à ça et donc c'est complètement stupide. Et Djibouti, bah moi Djibouti j'ai fait une insolation alors que bon à Bordeaux et en Espagne j'avais connu des grosses chaleurs mais là-bas j'ai fait une insolation et à Djibouti entre midi et 16 heures les gens sortent pas parce que c'est invivable quoi. Donc voilà ça c'est je dirais que c'est violent, il faut s'y préparer. Et justement, vous qui avez connu là, le Congo, Djibouti, le Rwanda, est-ce que la France est perçue différemment dans ces trois pays? Oui, bah c'est normal, c'est par rapport au passé commun avec ces pays-là. Et, on a trois cas d'école. Euh, Le Congo-Brazzaville, si je fais de la sociologie, donc je vais généraliser, Mhm. parce que forcément, vous allez toujours trouver des cas particuliers. Donc, au Congo-Brazzaville, il y a un amour de la France. Moi, si vous n'êtes pas patriote et vous allez au Congo-Brazzaville, vous revenez, vous êtes fiers d'être français. Parce que eux vous rendent fiers d'être français. Par rapport à la culture, au passé, bon, pour ceux qui savent pas, Brazzaville a été la capitale de la France libre. Là-bas, De Gaulle, bah, il y a la case De Gaulle où il venait. Donc, vous avez quand même bah, la Croix de Lorraine à différents endroits. Donc, on vous fait jamais ressentir je dirais, le péché colonial, que ce soit à titre personnel ou à titre du pays. Moi, c'est un sujet D'accord. qu'il n'y a jamais eu là-bas. Jamais. Voilà. C'est le pays où j'ai le plus vécu. La façon dont ils parlent le français, les références, quand vous commencez à parler à des gens, moi j'ai parlé à des gens proches du gouvernement ou dans le gouvernement ou des ministères, des gens quand même très éduqués, très instruits. Quand ils commencent, en fait, vous vous sentez bête, quoi, parce qu'ils connaissent mieux la culture française que vous. Mais, Et mais c'est assez. parfois, moi, je suis en Belgique et ils connaissent plus la politique française que moi, je ne peux la suivre, alors que c'est toujours étonnant de voir ça depuis l'étranger, hein, encore plus en Afrique, ouais. Ouais, bah oui, oui. Et alors après, Djibouti, là, c'est le pays qui a eu son indépendance la plus récente. Donc, le passé colonial, on en parle plus. C'est aussi un pays qui est multiethnique, puisqu'il y a une forte, il y a deux grosses ethnies, les Issa, qui sont issus de Somalie, les Afars, qu'on retrouve aussi en Érythrée et Éthiopie, qui sont au nord du pays. D'ailleurs, avant, le pays s'appelait la terre des Afars et des Issa. Et il y a aussi l'ethnie arabe qui vient du Yémen, suite aux divers conflits du Yémen. Le Yémen, c'est à 20 minutes en bateau, donc il y a une grande communauté arabe. Donc Mhm. il y a trois ethnies, il y a plusieurs langues officielles. Donc ça aussi, c'est un choc parce qu'en France, il y a le français. Bon, Belgique, il y a plusieurs langues, mais nous, le français, pour nous, un pays, c'est une langue. Et quand vous arrivez à Djibouti, il y a ceux qui parlent somali, ceux qui parlent français et arabe, qui sont trois langues officielles. Et là, le rapport à la France, il est un peu plus lointain, parce que on sent déjà que par rapport à la région, c'est le seul pays qui a été, entre guillemets, colonisé par la France. Donc, tous les voisins, soit parlent anglais, soit autre, ou voilà, donc il y a culturellement, la France, elle est pas trop présente. Il y a la présence militaire, mais il n'y a Mhm. pas que. Il y a aussi les militaires chinois, anglais, américains, tout ça. Donc, le rapport à la France, après, moi, je suis un cas particulier parce que, étant dans le foot, quand on me parle, les sujets qu'on a avec moi, c'est pas les mêmes que Bien sûr, bien sûr. ailleurs. Et en plus, j'étais sélectionneur. Et en plus, on a eu de grands succès quand je dirigeais l'équipe, ce qui n'était pas le cas. Donc, en fait, avec moi, on n'allait jamais évoquer de sujets négatifs. Et le Rwanda, là, oui, parce qu'il y a le sujet du génocide et la responsabilité de la France. Donc, même si j'entraînais le club le plus populaire du Rwanda, qui est un pays choc. Par contre, là, quand je parlais de classe moyenne, là, au Rwanda, si je fais une parenthèse, il y a vraiment une émergence de classe moyenne où on voit le petit employé avec sa voiture et sa maison en pavillon. Ça, je l'ai pas vu dans les autres pays où j'ai vécu ou même où j'ai fait des séjours. Donc là, c'est quand même un pays qui est à part sur le plan socio-économique.
qui est en grand développement. Et Kigali, c'est une ville même plus propre que des villes françaises, donc c'est assez exceptionnel. Ça, c'est vraiment une ville à voir et à faire. En termes de sécurité, il y a zéro corruption, donc ça c'est vraiment c'était à part. Mais dans les sujets, oui. En plus, quand j'y étais, je crois que c'était les 20 ans, parce Ouais. que c'était 2000, c'était 94. Donc quand j'y étais, c'était les 20 ans, donc c'était vraiment un grand sujet, hein. Il y avait vraiment des grandes commémorations. Et il y a eu aussi une réconciliation par le biais de Macron, enfin réconciliation officieuse, quoi. Parce que le Rwanda était francophone, mais est devenu anglophone après, hein. On va dire que le président Paul Kagame, un petit peu pour... Alors je sais pas si la bonne expression c'est faire payer, mais comme il n'y a pas eu de reconnaissance officielle du rôle de la... Hmm. En gros, c'est devenu anglophone, on va dire. Donc du coup, vous avez les personnes de plus de 35 ans qui parlent français, avec qui je parlais français, et les jeunes, comme mes joueurs, eux, je parlais anglais avec. D'accord. Donc on dirait que la France un peu s'efface, et que l'histoire de la France et les connexions avec la France s'effacent de l'histoire du Rwanda. Néanmoins, bon, moi j'ai 43 ans, donc les personnes à peu près de mon âge et qui étaient dans mon staff, les dirigeants ou quoi. Par exemple, mon président à Rayon Sport, lui, m'a parlé directement du génocide, puisqu'il a perdu toute sa famille. Il a dû émigré en Ouganda et qu'ensuite il a rejoint l'armée le Front patriotique rwandais de Kagame, donc il a pris les armes. Donc là, vous avez la réalité. C'est plus des documentaires, là, c'est Oui, vraiment. c'est vraiment ouais, le vécu. Ouais. Et lui, lui, par exemple, voilà, adore la France. Donc c'est vraiment après des manières d'interpréter aussi l'histoire, parce qu'il y a dans cette histoire-là du génocide, il n'y a rien de vraiment statué encore. Julien, pour revenir au football, pensez-vous que le futur du sport se joue aujourd'hui en Afrique? Euh, ouais, ça c'est une bonne question. De ce que j'ai vu, moi, ceux qui mettent vraiment les moyens, c'est plutôt la péninsule arabique, puisque grâce à Djibouti, j'ai pu aller au Qatar et en Arabie Saoudite. Avant la politique du championnat d'Arabie Saoudite, là, moi j'y suis allé en 2020, janvier 2020, et on sentait déjà que c'était pour un tournoi qu'on appelle l'Arab Cup, donc c'est le tournoi du monde arabe. On sentait qu'il y avait quand même une grosse envie de, de- d'investir dans le football, un peu comme a fait le Qatar, d'accueillir des compétitions internationales et des stages. Et puis, bon, ils ont des moyens exceptionnels, quoi. Si vous êtes strictement sur l'aspect sportif, ils sont imbattables parce qu'ils vous donnent les meilleurs terrains, les meilleures structures et tout. Donc, voilà. Après, en Afrique, j'ai eu la chance, moi, là, sur l'année dernière, de passer un diplôme au Maroc, donc d'aller souvent au Maroc. Ben, on le voit avec la Coupe du Monde, eux, il y a aussi cette volonté. Et ils sont sur l'international parce qu'ils emploient vraiment à la Fédération du Maroc des anglo-saxons, des francophones, euh, pour la formation des jeunes, mais aussi pour le développement des infrastructures et tout ça. Donc oui, le Rwanda, c'est un pays qui s'ouvre aussi beaucoup à l'international. Ils ont refait leur stade à Mahoro. C'est très disparate en fait, ça va Ouais. dépendre des pays. Il y en a qui sont encore très très en retard dans les infrastructures et dans la façon de voir le sport, c'est-à-dire que des métiers qui sont essentiels comme la préparation physique, chez eux, ça devient secondaire, alors qu'on ne peut plus aujourd'hui dire Hmm. que c'est secondaire. Et alors, ils sont encore très très loin d'arriver à la préparation mentale qui est déjà devenue chez nous maintenant obligatoire, alors que là-bas, chez eux, c'est même pas un sujet. Donc c'est en fait très hétérogène selon les pays. Donc dire Et vous parliez l'Afrique, du Maroc, c'est votre prochaine destination? je, je sais pas, mais ça me déplairait pas. Ça me déplairait pas, ouais. J'ai failli signer en Égypte là il y a quelques semaines. Pas mal aussi. Je connais pas le pays, j'y suis pas allé, mais de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'avait montré des infrastructures, bon, c'est assez énorme aussi. Puis il y a une grande passion. C'est vrai que bon, l'Afrique du Nord, ça serait une destination qui me plairait bien prochainement. On va suivre l'évolution de votre parcours, Julien, mais on arrive déjà à la fin du temps réglementaire de notre échange. Alors, j'ai une question dans les arrêts de jeu. En ce moment, vous savez qu'en France, la France aide de nombreuses bases militaires en Afrique. Vous l'avez dit, notre pays perdrait un peu de son influence aussi sur le continent. Alors, avec votre expérience, vous ne voudriez pas conseiller finalement Emmanuel Macron? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais c'est parce que C'est comme vous raté avez... de peu parce qu'il est venu à Djibouti, j'y étais. Et il était à l'hôtel en face de chez moi. Ouais, bon, je n'avais pas de connexion pour le rencontrer. Bon, message envoyé en tout cas au président de la République. Bravo en tout cas, Julien. Vous rejoignez le FC Expat. Alors, en tant que coach, bon, vous verrez que Caroline a du caractère. Mais finalement, en vous écoutant, je me demande si on ne va pas vous embaucher comme chroniqueur Afrique pour les Français.press. Avec plaisir. Merci en tout cas, Julien. On se retrouve Merci très à vous. prochainement sur notre média. Merci.